ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, vous m'entendez. Alors, j'ai bien compris qu'il y en a qui allaient à côté. Alors, je vais quand même commencer mon intervention en espérant que vous serez toujours aussi nombreux à vous intéresser à ce sujet que j'ai commencé à apprécier en fait en étant adjointe au maire de Paris en charge de l'eau et présidente d'Eau de Paris il y a 13 ans. Je suis toujours présidente d'Aqua Publica Europea, qui est un réseau européen d'opérateurs publics. Et je voudrais vous sensibiliser sur les questions d'eau, avec un focus aujourd'hui sur les questions d'eau et de climat. Pourquoi eau et climat? Parce qu'il y a une actualité climatique. Il y a 2 jours, il y avait le sommet à l'initiative de Ban Ki-moon pour inviter les grands États de ce monde à s'occuper du changement climatique. Mais on ne fait pas souvent le lien entre l'eau et le climat. Et c'est ce que je voudrais, avec les autres intervenants, vous montrer aujourd'hui. Comme Isabelle l'a bien dit, notre planète est bien bleue. C'est essentiellement l'eau qui la recouvre. C'est une eau majoritairement salée, mais nous avons des besoins en eau douce qui satisfont les besoins et les activités humaines. Et quand j'ai voulu montrer que l'eau était de l'intime à la géopolitique, c'est pour vous sensibiliser. Alors en plus, vous avez fait une séance de méditation, donc réfléchissez comment l'eau irrigue, entre guillemets, toute notre vie. C'est-à-dire que c'est votre quotidien le plus intime, votre hygiène, c'est votre alimentation, mais c'est aussi toutes vos activités et toutes nos activités humaines qui ont besoin de cette ressource absolument non substituable, contrairement à l'énergie, qui forme un grand cycle, qui est stable depuis des millions et des millions d'années, et que parfois, malheureusement, nous gaspillons et nous polluons. Alors, si cette eau est répartie pour toute la planète, elle est par contre inégalement répartie. Et vous voyez sur cette carte, et ça ne vous étonnera pas, qu'il y a des grands pays très riches en ressources naturelles, comme le Brésil ou le Canada, et des pays, notamment c'est le pourtour méditerranéen ou l'Afrique, qui sont très pauvres en ressources hydriques. Et rappelons-nous aussi quand même qu'il y a toujours un humain sur 3 sur cette planète qui n'a pas accès à une eau potable de proximité. Vous pouvez tous ici ne pas manger pendant plusieurs jours, vous ne pouvez pas boire pendant plus de 48 heures, autrement vous mourrez. Et rappelons aussi que l'eau est la première source de maladies et de mortalité dans le monde. Je voudrais aussi vous sensibiliser sur le fait que la pression sur la ressource en eau s'accroît. D'abord, la croissance démographique. Ça a été dit dans d'autres interventions. Nous étions 1,7 milliard en 1900, nous sommes 7 milliards, et les dernières prévisions scientifiques nous prédisent une population humaine près de 11 milliards à la fin du siècle. C'est évidemment une pression sur la ressource phénoménale. Un développement massif aussi de l'irrigation. On a multiplié par 5 les surfaces irriguées pendant le dernier siècle, et la consommation en eau pour l'agriculture, c'est à peu près encore 70%. C'est aussi une urbanisation parfois non contrôlée, avec un défaut d'infrastructure, des pollutions très fortes sur la ressource. Et nous sommes maintenant plus d'un humain sur 2 qui vivent en zone urbaine, avec des grandes mégalopoles qui seront peut-être au nombre de 50 à la fin du siècle. Mais toutes ces pressions sur la ressource s'aggravent, s'accroissent avec le changement climatique. Je voudrais, là, quelques mots sur ce graphique, vous montrer aussi que si dans le monde, de manière globale, c'est l'agriculture qui consomme le plus d'eau, vous voyez la différence entre les pays, on va dire, émergents, les pays d'Afrique, et les pays d'Amérique du Nord et les pays européens qui ont une grande consommation d'eau aussi pour l'industrie, pour l'énergie. Et là, vous mobilisez aussi sur le lien entre l'eau et l'énergie. Alors, les conséquences du changement climatique ne sont plus discutées. Il y a peut-être encore quelques climato-sceptiques, je ne pense pas qu'il y en ait dans cette salle, mais le GIEC, dans un document intéressant de 2008, a très largement prouvé qu'il y avait un lien évident entre l'eau et le changement climatique et que les sources d'eau douce allaient pâtir gravement et les répercussions sur les sociétés humaines et les écosystèmes seraient extrêmement importantes. Alors là, je vous ai montré par quelques images les phénomènes extrêmes qui peuvent survenir.
puisque s'il y a encore des incertitudes sur les répercussions du climat sur la ressource en eau, on peut déjà dire avec certitude que les grandes inondations seront plus importantes, que des phénomènes de sécheresse seront plus importants. Cette année, cet été, la Californie a vécu sa plus grande sécheresse. Nous avons la crue de 1910 en mémoire à Paris et qui reviendra, c'est une certitude, on ne sait pas quand, mais avec des phénomènes largement amplifiés par rapport à 1910. Et si nous avons aussi encore quelques incertitudes sur la précipitation dans toutes les zones du territoire, nous savons aussi qu'il y aura des tensions plus dures et plus fortes sur la ressource en eau, là où il en manque déjà, et notamment le pourtour méditerranéen. Et donc nous allons très certainement, sans être trop alarmistes, avoir des conflits d'usage beaucoup plus importants sur la ressource en eau. Des conflits d'usage entre l'usage domestique, l'usage agricole, l'usage industriel, et avec des stress hydriques bien plus importants pour la population. Toutes les prévisions convergent pour dire que 2 humains sur 3 sur cette planète pourront connaître des stress hydriques très importants. Donc cette prise de conscience est importante. Cet engagement autour des enjeux de l'eau et du climat est important. Il faut, puisque nous parlons de la COP en 2015, la COP 21, il nous faut absolument lier ces 2 enjeux. Il faut que dans les négociations climat, l'ensemble des questions de l'eau soient abordées. Mais il faut aussi avoir une meilleure connaissance, une meilleure évaluation et des outils d'action qui permettent la véritable prise en compte de cet enjeu. Alors je voudrais juste terminer en essayant puisque vous avez médité, essayer d'imaginer comment l'eau pourrait être au cœur de notre réflexion sur la façon de repenser le monde. Comment repenser le monde autour de l'eau? Puisque nous sommes maintenant pleinement conscients que l'eau est au cœur de nos activités, est une ressource absolument vitale pour nous, mais pour tous les écosystèmes, pour le monde du vivant. Comment l'eau peut être aussi imaginée comme une des solutions à notre problème et comment nous pouvons repenser le développement de nos sociétés autour de la prise en compte de ces enjeux de l'eau. Ce sont des modes de production, des modes de consommation différents que nous devons imaginer, plus économes, moins polluants. Ce sont des aménagements du territoire différents. Ce sont des politiques industrielles, des politiques agricoles que nous devons repenser autour de la prise en compte de cet enjeu, encore peut-être non visible pour nos sociétés qui ne manqueront pas d'eau, mais qui, je le redis, seront de fait, elles aussi, face à un stress hydrique, possiblement sur certaines parties de notre territoire. Alors, pour vous donner un exemple, et puisque j'ai 13 ans d'expérience à la ville de Paris, je voudrais vous montrer comment la capitale de ce pays a commencé à réfléchir en intégrant ces enjeux de l'eau autour d'une politique de climat, une politique énergétique, une politique aussi agricole différente. Pourquoi je dis agricole? Parce que nous avons des ressources en eau souterraines qui alimentent Paris en eau, et nous avons des champs captants. Et ces champs captants sont dans une région très agricole, à forte intensivité agricole et donc très consommatrice d'énergie. Et donc nous avons réfléchi à accompagner des changements de pratiques agricoles avec les paysans sur ces champs captants pour que, en termes de conversion d'agriculture biologique ou de conversion en agriculture agro-environnementale, nous puissions préserver la ressource, préserver la biodiversité, préserver les écosystèmes, maintenir de l'emploi agricole et baisser la consommation d'énergie, baisser la consommation de pesticides, d'insecticides, qui ont des effets aussi sur le changement climatique. C'est un exemple. Mais nous avons aussi réfléchi à comment nous pouvions préserver cette capitale face à des phénomènes de canicule. 2003, grande canicule, 8 degrés de plus sur Paris qu'en banlieue parisienne. Comment penser les îlots de fraîcheur? Comment se préserver des îlots de chaleur? Donc là aussi, remettre l'eau dans la ville, l'eau dans les canaux, l'eau dans des fontaines, l'eau dans des espaces publics qui permettent de rafraîchir la ville, puisque l'eau est un grand régulateur thermique. Mais nous avons aussi, en faisant le lien entre l'eau et l'énergie,
nous avons voulu imaginer comment nous pouvions aussi récupérer la chaleur des eaux d'égout. Et aujourd'hui, nous alimentons en chaleur une école du 12e grâce aux eaux usées qui coulent dans les égouts. Et là aussi, nous diminuons donc notre impact, notre facture énergétique. Et donc ce lien eau-énergie avec cette préservation à la fois de la ressource et ce recyclage et cette baisse de consommation d'énergie est évident. Mais nous devons aussi penser sur le mieux vivre dans la ville. Et donc l'eau n'est pas seulement dans nos politiques publiques, mais l'eau doit aussi être un lieu, je dirais peut-être pas un lieu propice à la méditation, mais en tout cas propice à la sérénité. Et l'eau, pour toutes les populations, dans tous les coins du monde, est un lieu en général de sérénité. Donc nous avons aussi mis en place une politique d'accès à l'eau par des fontaines, par des espaces d'eau, par des jeux d'eau, qui permettent là aussi une visibilité de l'eau dans la ville et qui permettent un mieux vivre au quotidien. Donc pour conclure, pensez que cette ressource absolument vitale, essentielle, qui conduit absolument toutes vos activités, doit pouvoir être préservée, pouvoir être économisée, non sujette à des pollutions, que nous devons penser sur le long terme. L'eau, par définition, est une ressource de gouvernance de long terme. Nous sommes dans le forum du LH, de l'économie positive. Le LH Forum nous invite à penser le long terme, nous invite à penser aux générations futures. L'eau sera le plus grand défi que la planète et que les humains auront à rencontrer dans les années qui viennent. Restons mobilisés et engageons-nous pour cette ressource si précieuse et pensons dans notre quotidien comment nous pouvons la préserver. Merci à vous.